vous êtes de retour dans Le Point des idées, deuxième partie. Vous connaissez notre thèse, c'est que penser, c'est comme se dépenser, c'est bon pour la santé. Et là, on va vraiment parler de sport, enfin de foot, c'est pas tout à fait la même chose, avec un invité un peu spécial. Il est écrivain et il aime le football, Olivier Guès, bonjour. Bienvenue dans le Point des idées. Alors Olivier Guès, il est auteur entre autres de la disparition de Joseph Mengele. C'était chez Grasset qui lui a d'ailleurs valu le prix Renaudot. C'est un spécialiste également des dictateurs et des dictatures. Il a dirigé Le siècle des dictateurs, édité par Perrin et Le Point. Et puis c'est l'écrivain du foot. Il a publié il y a quelques années L'éloge de l'esquive. C'était chez Grasset en 2014 où il était question notamment de dribble. Et puis voici le petit dernier, le petit nouveau. Ça s'appelle Une passion absurde et dévorante, écrit sur le football. C'est aux éditions de l'Observatoire. Alors Olivier Guès, une passion dévorante et absurde. Mais dévorante, on comprend, mais pourquoi absurde? C'est pas pire que de collectionner des timbres, non? Non, c'est peut-être mieux même. Enfin, quoique, je suis d'abord passé par la philatélie et... Non, c'était concomitant là, au début de la passion pour le football. Non, absurde dans le sens où ce jeu d'une simplicité enfantine a conquis le monde. Et de voir finalement que l'opposition de 11 bonhommes contre autres 11 bonhommes ou 11 femmes contre 11 femmes a pris une telle importance et est devenu un tel enjeu politique, financier, géopolitique, médiatique, il y a quelque chose d'absurde. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est l'état de transe dans lequel le supporter, l'amateur de football peut se retrouver. Des gens incroyablement rationnels, tout d'un coup, peuvent perdre justement toute forme de rationalité et plonger dans cet état de et vous trouvez presque ça bien, état second. Vous écrivez « Je plains les réticents, les snobs et les stoïques. Ils ne connaîtront jamais les sensations que procure la soumission à ce jeu débile où des hommes et des femmes poursuivent un ballon et poussent des cris orgasmiques après l'avoir propulsé dans les filets. » Absolument. Non, parce qu'en plus, c'est une pause métaphysique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous êtes au stade et si vous regardez un match devant votre téléviseur, pendant 2 heures, en fait, vous oubliez tout. Vous oubliez tous vos problèmes, vous oubliez votre quotidien et vous êtes fixé sur l'opposition de 11 contre 11. Et il y a quelque chose de fascinant là-dedans, je trouve. Alors il y a autre chose qui visiblement vous fascine à vous lire, c'est les voyous, Oui. les tricheurs, ceux qui sont borderline, comme on dit aujourd'hui en anglais. Alors vous nous parlez notamment du foot brésilien, de Garrincha, des malandros, c'est comme ça qu'on dit? Les malandros. Ouais. Voilà, malandro. Expliquez-nous ce que c'est. Alors le malandro, c'est un... Alors il faut replacer un peu le football brésilien dans son contexte, notamment la naissance du foot au Brésil. On est à la fin du 19e siècle, l'esclavage vient d'être aboli, et vous avez toute une classe de mulâtres ou de noirs qui évidemment ne sont pas du tout pris en charge par les pouvoirs publics et qui vont se glisser, qui vont dribbler comme ça socialement pour arriver au sommet de la société. Et ces gens-là, ces hommes, sont toujours à la limite du hors-la-loi. Ce sont des tricheurs quelque part. En tout cas, il s'agit de tromper sur l'apparence, tromper sur le niveau social. Et on retrouve dans le football brésilien le malandro qui est le dribbleur, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de tromper l'adversaire. Mais ça part du racisme, parce que vous racontez ça, qu'il y en a qui se mettaient de la poudre en fait pour se blanchir la peau. Et ça part d'une société ultra-raciste, c'est-à-dire que l'esclavage est aboli extrêmement tardivement au Brésil, en 1888 seulement. Le football arrive à ce moment-là, et au départ, c'est un sport de blanc. C'est un sport pratiqué par les aristocrates, c'est-à-dire qu'il s'agit de singer ce qu'on fait en Europe, et donc tous les jeux anglais, y compris le football. Et donc au départ, les clubs sont plutôt des clubs de régate, donc fermés aux mulâtres et fermés aux noirs. Et puis, certains vont quand même essayer de se glisser. C'est toujours le même mouvement, quelque part, celui de la feinte. Et pour jouer, vont effectivement se mettre de la poudre de riz sur le visage, ou alors vont se lisser les cheveux pour devenir les premiers joueurs mulâtres du football brésilien. Et puis tout ça va changer dans les années 20, lorsque le Brésil va accepter son identité arc-en-ciel. Et donc, oui, pardon. Pardon, la figure, elle n'est peut-être pas brésilienne, mais argentine, c'est Maradona dont vous parlez. Qui me poursuit. Il vous poursuit. Vous avez même écrit sa nécrologie dans Le Point. Exact. Quand il est mort il y a peu de temps. Qu'est-ce qui vous fascine tant chez Maradona? Justement, c'est ce côté-là, ce côté un peu tricheur, ce côté un peu la main de Dieu. Non, mais il y a tout. D'abord, il y a le génie absolu du football. Il faut voir Maradona, des images d'archives de la fin des années 70, des années 80. C'est sublime à regarder. Donc d'abord, c'est le génie de son sport, le génie du football.
Deuxièmement, il y a l'itinéraire d'un gamin qui vient vraiment des entrailles du fin fond de la société argentine et qui va s'élever tout en haut à cause justement de son talent, de son génie. Et puis troisièmement, il y a la face sombre de Maradona. Moi, je compare de plus en plus Maradona. Ça va choquer les puristes au Caravage, d'une certaine manière. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des génies absolus dans leur genre. Il y a un peintre. Et un peintre du XVIe, XVIIe siècle italien. Donc, c'est assez rare comme comparaison. Mais dans le sens où ce sont des génies absolus de leur discipline et quelque part, et en même temps, et concomitamment, et parce qu'ils sont rongés par leurs démons. Et l'un, quelque part, pousse l'autre à exceller, et finalement, c'est toujours le démon qui l'emporte. Le Caravage, il a eu toujours des problèmes. Le Caravage, donc, était ce peintre exceptionnel, et par ailleurs, il était impliqué dans toutes sortes de rixes à Rome, à Naples, à Malte, aussi toutes sortes de problèmes. Enfin, il avait une sexualité assez débridée, il a tué quelqu'un, Maradona n'a assassiné personne, mais enfin, toujours est-il qu'à la fois, il y avait le génie devant la toile ou sur un terrain de football comme Maradona, et de l'autre, il y avait le mauvais démon, le démon qui a bouffé Maradona, la drogue, le sexe, l'alcool. Pardon ? Vous mettez Gainsbourg dans la même catégorie ? Je mets un peu Gainsbourg dans la même catégorie. C'est-à-dire des génies, mais qui sont rongés et qui, quelque part, excellent encore plus à cause de leurs démons. Et donc, pardon, hein, mais le foot dont on essaie de faire un jeu pour enfants, en fait, c'est pas un jeu pour enfants, c'est pas un jeu de bisounours. C'est un jeu pour enfants, mais surtout, c'est un jeu pour les gens qui sont restés des enfants, je crois. Il y a un rapport très fort à la nostalgie. Ça, vous pouvez parler à n'importe quel amateur de foot, il se souviendra toujours de sa première grande compétition, la Coupe du Monde notamment, qui marque en fait l'existence de l'amateur de foot. On se souvient tous de ce qu'on a fait en 86, en 98, en 2002, en 2006, donc c'est des grands marqueurs de l'existence. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce jeu pour enfants, la simplicité enfantine, est devenu l'une des plus grandes industries de divertissement au monde. Mais quand même, je reviens là-dessus, Maradona, lui, il voulait gagner, hein. Est-ce que la doctrine de Coubertin, dont on nous rebat les oreilles, l'essentiel, c'est de participer, est-ce que c'est pas débile ? Débile, c'est une vraie question. J'y ai jamais vraiment pensé. Non, il y a un peu tout. Je pense que, par exemple, si on prend le cas du foot français, c'est assez intéressant. Je pense jusqu'en 82, c'est-à-dire la grande équipe de Platini, ça a été une énorme surprise que les Français arrivent jusqu'en demi-finale et perdent contre les Allemands de cette façon héroïque. Et on était là-dedans. Les Français n'avaient pas la réputation d'être de grands sportifs à l'époque. Et au fond, la participation, c'était magnifique, c'était Coubertin. Et puis après, on a complètement changé de logique. Mais parce que le sport aussi est entré dans une autre logique. Ouais. Il s'agit d'être super efficace et parce que les enjeux sont tels qu'en fait, on ne plus simplement se contenter de participer. Alors, justement, vous parlez de la France. Vous nous dites également que le foot ne change rien au destin des nations. Et vous citez plusieurs exemples. 1998, on se souvient, Black Blamber, on se disait, bah voilà, il s'est passé quelque chose d'important, c'est l'intégration, la nation qui s'unit. Puis vous dites, non, ça ne pèse rien, pas plus que quelques années plus tard, Knisna, les joueurs qui descendent du bus et on a l'impression que tout explose, de signifier quelque chose. L'un et l'autre, on a écrit des kilomètres, on a noirci des pages sur ce sujet-là, mais en fait, ça ne veut rien dire. Je nuancerai un petit peu. C'est-à-dire que je pense que faire dire à une équipe nationale de football qu'elle serait le symbole soit de l'union civile d'une nation ou alors qu'elle serait la honte d'une nation et ce serait le symbole justement de tout ce qui ne va pas, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que l'histoire de Black Blamber, elle est très sympathique en 1998, mais on voit bien que ça ne correspond pas du tout à l'état de la société française. En 2001, il y a le match France-Algérie, et là on voit bien que ça explose, la pelouse est envahie, l'hymne français est sifflé. 2002, Jean-Marie Le Pen au second tour, donc Black Blamber était mort depuis un certain temps. 2005, c'est les banlieues. 2006, c'est Ilan Halimi, donc tout ça ne fonctionne absolument pas. 2010, on nous parle de racailles, effectivement, enfin, je veux dire, les joueurs ont été absolument débiles, mais ce sont ces joueurs-là, oui, en Afrique du Sud, ces joueurs-là sont débiles, en tout cas ceux qui ont été impliqués là-dedans étaient débiles, mais c'est pas pour ça que toutes les banlieues étaient absolument débiles et que toutes les banlieues allaient bouffer la France et que c'était le symbole absolu de la France, donc il faut faire attention à ça. Par contre, il y a des fois où l'équipe nationale peut tenir une nation. Si vous prenez des pays comme l'Espagne ou comme l'Italie, qui sont quand même très morcelés avec des identités régionales très fortes, la Belgique aussi, les Wallons, les Flamands ne se parlent absolument jamais. Le temps d'une Coupe du Monde, le temps d'un Euro, eh bien, l'équipe nationale ressoude le pays. Et si vous prenez le cas de la Yougoslavie qui a explosé donc il y a 30 ans exactement,
Il y a un match fantastique. Il y a eu un livre d'un écrivain italien qui s'appelle Gigi Riva, qui s'appelle Le Dernier Penalty. Et c'est le match Argentine-Yougoslavie en quart de finale de la Coupe du Monde 90. La théorie de Riva, c'est que si la Yougoslavie avait battu l'Argentine, la Yougoslavie n'aurait pas explosé. Parce que c'était le dernier ciment. Mais à partir du moment où l'équipe yougoslave perd, la Yougoslavie va exploser. Et effectivement, elle explose quelques semaines, quelques mois plus tard. Alors pour les politiques, Emmanuel Macron, on avait cru que c'était bon pour lui, là. La victoire de la dernière Coupe du Monde en Russie, puis finalement il rentre, il y a les Gilets jaunes. Il y a Benalla et les Gilets jaunes. C'est clair. Et d'ailleurs, moi, j'avais été envoyé notamment par le quotidien Le Monde en Russie, et j'avais fini mon papier en disant vraiment qu'il y avait la baraka absolue. et la preuve. Effectivement, non, mais parce qu'on pensait tous à Chirac en 98, qui avait su parfaitement exploiter la victoire, qui connaissait absolument rien au football. Il parle de Coupe de France alors que c'est la Coupe du Monde. Bref, en tout cas, ça le porte pendant plusieurs mois. Là, pour moi, alors en n'allant pas trop loin non plus, mais j'ai analysé quand même ce qui s'était passé après la victoire en 2018, comme étant vraiment le symbole d'un pays qui ne s'aime pas ou qui ne s'aime pas trop. C'est-à-dire qui n'est pas capable de festoyer pendant longtemps, qui n'a pas compris que au fond, gagner une Coupe du Monde, c'est l'élément le plus fort de soft power. Et en fait, 2-3 jours plus tard, on retombe dans nos bisbilles nationales, nos disputes, les polémiques plus ou moins vaines. Alors, l'affaire Benalla, je n'arrive toujours pas à comprendre si elle était importante ou pas, mais toujours est-il qu'elle a pris le pas sur quelque chose. Plus une histoire qu'une affaire, d'ailleurs. Mais... Voilà. Le monde avait les yeux braqués sur la France, et finalement, au lieu de donner l'image d'un pays soudé, heureux, fier, on retombe justement dans ces querelles assez pris. Il y a une histoire qui est merveilleuse, c'est Yachine, oui. Qui épouse l'histoire de l'Union soviétique et de sa chute d'ailleurs. Racontez-nous un peu Yachine alors. Alors Yachine, c'est une histoire assez merveilleuse et c'est effectivement très étonnant. Yachine naît en 1929, donc quand Staline prend définitivement le pouvoir. Il a écarté tous les autres. Et il va mourir en 1990, donc exactement au moment de la chute de l'Union soviétique. Entre les deux, Yachine commence vraiment sa carrière professionnelle 2 jours avant la mort de Staline. Donc il échappe à toutes ces saloperies du stalinisme et il va devenir un petit peu l'ambassadeur du dégel, de la détente de Khrouchtchev. Donc Yachine, qui est un immense gardien, on dit que c'est le plus grand gardien du XXe siècle, va là aussi devenir un instrument du soft power de l'Union soviétique avec Gagarine. Et donc il est envoyé partout, pour des matchs d'exhibition, il est sympathique, il a toujours une bouteille de vodka dans sa valise par exemple, et cet homme badin extrêmement talentueux va devenir l'un des grands ambassadeurs de l'Union soviétique à l'époque. Et puis après, au moment où sa carrière décline et puis il arrête le football, il va être littéralement gangréné. C'est-à-dire son corps va partir en lambeaux, mais exactement comme l'Union soviétique. Et donc vous avez cette trajectoire improbable d'un joueur de football qui raconte quelque part toute la trajectoire, tout le destin de l'Union soviétique entre l'arrivée au pouvoir de Staline et la fin de l'URSS. Alors c'est des histoires mondiales, le foot est universel. Vous dites que c'est sa frugalité qui a fait sa popularité. Oui, c'est le génie du football, c'est la frugalité. C'est ce qui crée cette tension incroyable. Parce qu'en handball, au basket ou au rugby, très rapidement, vous pouvez marquer 3 points, 5 points. Ça, les paniers, les buts se succèdent, les essais se succèdent. Là, au foot, c'est très compliqué de marquer. Et donc, si votre équipe est menée 1-0 à 10 minutes de la fin du match, mais vous êtes dans un état de tension incroyable, parce que vous savez très bien qu'elle ne va pas marquer 5 buts dans les 10 dernières minutes. Voilà, c'est rarissime, rarissime. Et donc, cette frugalité crée la tension immense dans un stade, devant un téléviseur, dans un bar, que sais-je. Et c'est l'une des merveilles de ce sport. Mais alors, il est universel, mais pas complètement. L'Inde, le Pakistan et le Bangladesh, par exemple, résistent toujours. Eux, ils jouent au cricket. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Pourquoi est-ce qu'eux résistent encore ? Alors c'est intéressant, parce qu'en fait, les Anglais qui ont exporté le football dans le monde entier n'ont pas exporté le football dans leur colonie. Et pourquoi ? Parce que c'était pas les mêmes qui exportaient les sports, par exemple en Amérique du Sud, où là c'était plutôt des ouvriers des industries ferroviaires. C'est ceux qui étaient envoyés, puisque toutes les compagnies de chemin de fer appartenaient à des capitaux britanniques, alors qu'en Inde, au Pakistan, ce qui est l'empire des Indes, c'est un seul pays à l'époque, eh bien c'est pas du tout la même colonisation. Ce sont plutôt des gens qui sont passés par Oxford, par Cambridge, par l'académie militaire de Sandhurst, et qui, eux, ne pratiquent pas ce sport qui est déjà devenu un sport assez prolétaire, assez populaire. Et donc on pratique des sports censés être plus nobles, comme le cricket. Alors vous êtes écrivain et amateur de foot. Tous les écrivains n'aiment pas le foot, n'ont pas aimé le foot. Borges, par exemple, ou Orwell,
qui en disaient du mal. Pourquoi est-ce qu'ils n'aimaient pas le foot, ces gens-là? Bon, après, on a le droit de ne pas aimer le foot. Ils l'ont écrit, disons. Oui. Pour Orwell, c'était vraiment l'opium du peuple, un petit peu comme une bonne partie de la gauche française qui trouvait ça un petit peu sale. Considérait que ça détournait le prolétariat de ses véritables préoccupations, que c'était une énième manigance du grand capital. Sartre, par exemple, disait: est-ce que vous imaginez la tête de mes collaborateurs au temps moderne si j'aimais le football? Donc c'est ça. Quel snobisme atroce de Sartre, quand même. On touche pas. Il a dit des choses pires que ça, mais... Oui. Non, si avec ça, ce serait pas trop grave. Ouais. Orwell, pour lui, c'est la même chose, quelque part. Il y a cette question un petit peu d'opium du peuple. Borges, c'est plus intéressant, et je le soupçonne d'avoir un peu menti, au fond. En tout cas, il y a une anecdote merveilleuse. Donc, Borges affirmait haut et fort, à qui voulait l'entendre, qu'il détestait le football. Vraiment, mais il était très snob aussi, Borges. Pourtant, il adorait tout ce qui se faisait dans les îles britanniques. Et en 1978, lorsque l'Argentine organise sa Coupe du Monde, Borges organise une conférence de presse qui commence au moment du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Et Borges est déjà aveugle à ce moment-là, donc il est sur une estrade, il parle, et à côté de lui, il y a un téléviseur muet, qui retransmet quand même le premier match de l'Argentine. Et en fait, on n'a jamais su si c'est Borges qui avait lui-même organisé cette espèce de mise en abîme et cette espèce de blague d'une certaine façon, ou alors si c'était les organisateurs qui, sans avertir Borges, pour avoir du monde dans la salle, avaient installé le téléviseur qui retransmettait le match de l'Argentine. Et ce qui est intéressant encore avec Borges, c'est qu'il meurt le 14 juin 1986, 8 jours avant le fameux match de Maradona contre l'Angleterre. C'est comme s'il y avait un passage de témoin finalement entre une certaine Argentine lettrée, snob, au règne de Maradona sur l'Argentine. Il y a plein d'histoires et c'est ça qui est fascinant en Amérique du Sud, c'est ce lien justement entre la culture, la haute culture, le football, la culture pop, la culture populaire. On a encore un peu de mal en France, ça change, mais c'est beaucoup plus fort dans d'autres pays européens et qui plus est en Amérique du Sud. Alors le foot, le monde, en dehors de l'Empire des Indes, mais l'Europe dans tout ça, vous êtes un écrivain européen, vous êtes aussi engagé, on peut le dire, vous êtes pro-européen. Complètement. Vous avez d'ailleurs étudié au Collège de Bruges, qui forme entre autres des hauts fonctionnaires de Bruxelles. Oui, où en est l'Europe? Comment vous la voyez aujourd'hui? L'Europe, elle vous attriste, elle vous paraît molle, elle vous paraît... oublier son passé Bon, elle est un peu molle, mais parce que son fonctionnement fait qu'elle est molle. L'Europe est ce qu'elle est parce que les États ont bien voulu lui concéder certains pouvoirs et pas d'autres. Donc elle fait ce qu'elle peut. Après, on a vu sur les vaccins qu'elle n'était pas nécessairement encore au point à ce niveau-là. Mais enfin bon, personne n'avait jamais été confronté à une telle pandémie. Mais plus globalement, l'Europe fonctionne, toujours par réaction. Oui. Elle s'en tire pas si mal. Après, en politique étrangère, elle est très faible parce qu'elle n'a pas nécessairement les instruments. Est-ce qu'elle s'oublie Vous citez souvent George Steiner, qui nous expliquait que la notion d'Europe résidait dans les cafés, les cafés de Pessoa, les cafés, les écrivains d'ailleurs, les cafés de Pessoa à Lisbonne, ceux de Kafka à Prague ou d'Isaac Babel à Odessa. Alors là, les cafés réouvrent, mais est-ce que l'Europe retrouve un petit peu de cet esprit-là? Il vous paraît loin. Je pense que ce qui manque fondamentalement à cette construction européenne, c'est cette notion de culture européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corpus de culture européenne. Alors qu'en fait, il suffit de se balader en Europe pour comprendre ce qui fait cette culture européenne. Et étrangement, soit on en a peur, soit on en a honte, mais toujours est-il qu'on ne l'enseigne pas, on ne la transmet pas, ce patrimoine européen. Et si vous regardez les traités, si vous regardez même la commission à Bruxelles, le poste de la culture est misérable, c'est-à-dire qu'il finance. Mais au fond, il n'y a pas de corpus culturel. Et pourtant, européen. Les écrivains, les intellectuels ont façonné l'Europe. Casanova, Voltaire se promenaient en Europe sans passeport, d'ailleurs. Oui, bien sûr, mais c'est ce qui manque. Alors, il y a peut-être des choses qui vont arriver dans le cadre de la présidence française, c'est un peu trop tôt pour en parler. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce qui manque le plus. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y aura pas de saut en avant de l'Europe si on n'arrive pas à concerner tous les Européens, c'est-à-dire à leur transmettre cette idée qu'on appartient tous à une culture commune, même s'il y a plein d'éléments extrêmement hétérogènes dans cette culture, mais toujours est-il que c'est lorsque tout le monde se sentira concerné avec un corpus culturel commun
qu'on pourra faire ce pas en avant, que les gens l'accepteront davantage. Dernière question, il y a la culture et puis il y a la chair. Ce qui unit les Européens, c'est aussi ça, c'est la liberté sexuelle. Absolument. Non, mais ça, c'est très important et on s'en rend compte quand on quitte l'Europe. C'est-à-dire qu'on est coincé quelque part entre le marteau américain, le puritanisme américain, qui soit d'extrême droite ou d'extrême gauche aux États-Unis, et évidemment l'enclume islamiste. Et on a une liberté en Europe générale, et notamment une liberté sexuelle qu'il faut absolument défendre, absolument chérir. Et quelque part, je pense que ça rapprocherait beaucoup les Européens si justement on transmettait cette idée de la chair européenne, qui pour moi est fondamentale et qu'on retrouve partout, mais qu'on retrouve dans les cathédrales, qu'on retrouve dans les sculptures, qu'on retrouve dans les musées européens, dans les restes européens. Il faut transmettre cette idée, ce goût de la chair européenne. Vive la littérature, vive le foot et vive la chair. Merci beaucoup, c'est un beau programme. Olivier Guèze. On rappelle Une passion absurde et dévorante, écrit sur le football aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission Le Point des idées et de nouvelles aventures.